Comment le papier a-t-il fait son apparition dans l'économie? Qui fut à l'origine de ce tournant historique? L'usage de la monnaie papier dans les transactions commerciales est généralement attribué aux commerçants italiens, aux Lombards, qui, vers le Xe, XIe siècle, ont institutionnalisé cet instrument financier pour leur usage privé. Mais l'histoire de cet outil, la lettre de change, précède de nombreux siècles le billet papier à proprement parler. Nous sommes ici à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Et le papier permet le développement de nouveaux instruments financiers. Ces instruments sont clés dans l'évolution historique de la monnaie et de ce qui deviendra plus tard la banque. Attribué aux marchands lombards, aux Italiens, voire même aux Templiers, l'usage de ces nouveaux outils, de ces technologies financières va être un tournant historique sans précédent. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, je m'appelle Nicolas Franca, je suis spécialiste des questions monétaires et je souhaite ici vous apporter un éclairage pour parler de la monnaie au sens large du terme. Nous sommes ici aux prémices de ces épisodes. Et tout commence par la lettre de change avec les marchands italiens, dits les Lombards, mais également une histoire un peu plus particulière qui a affaire aux Templiers. Un ordre qui avait pour but et objectif d'assurer le transfert des pèlerins vers le Proche-Orient durant les croisades. Mais c'est par inadvertance ou volonté proactive, nous ne le saurons jamais, que ces religieux ont développé un outil financier qui, 1000 ans plus tard, nous sert toujours. Car l'ordre pratiquera ce que l'on appellerait aujourd'hui des opérations bancaires, somme toute communes. D'une part, l'ordre des Templiers a commencé à accumuler de grandes richesses par deux canaux. Le premier, par la garde de dépôt. L'objectif était, le service qu'il fournissait, était de permettre à des pèlerins d'assurer un dépôt auprès d'un temple local, à Paris et puis à Londres, d'y déposer leurs livres tournois, par exemple, de voyager à travers l'Europe jusqu'à la Terre Promise, où ils allaient pouvoir y retirer une devise locale, qu'elle soit la monnaie frappée des comtes d'Antioche, de Tripoli ou des besants de Milarès byzantin. Les voyageurs recevaient alors, en échange de leur dépôt, un bout de papier qui allait marquer le début de la monnaie scripturale. Appelons-la une lettre de change qui leur garantissait de pouvoir recevoir un montant équivalent lorsqu'ils seraient arrivés en terre promise. Mais notons-le pour future référence, les Templiers ne se sont pas arrêtés là dans les innovations financières. Ils ont également accepté des dépôts des rois de France et d'Angleterre, car leur mise en sécurité de trésors était renommée. Et il ne manquera qu'un pas pour également devenir les prêteurs des souverains. Mais plus novateurs encore, ce qu'ils ont permis était également le transfert de propriété par le mouvement de compte qu'ils étaient capables de réaliser. C'est ainsi que lorsque Henri III acheta l'île d'Oléron pour 200 livres, il n'était pas question de réaliser le transfert physiquement à proprement parler. Il suffisait de changer la nature du dépôt au sein des temples. Mais pour le transfert de compte, nous y reviendrons. Ce premier canal par lequel ils étaient capables d'obtenir de la richesse était donc bien le prêt. Mais me diriez-vous, l'usure était interdite à l'époque. Effectivement, la méthode moyenâgeuse pour contourner cette contrainte religieuse était très simple. Les prêts étaient gagés contre des revenus futurs basés sur des terres. En somme, les souverains étaient capables de vendre les rentes de fief contre un paiement immédiat, une méthode par ailleurs très répandue, là où il était bien clair que la fiscalité était quelque chose de transférable, à travers ce que l'on appelait le bailliage ou des baillis, assurer ensuite la gestion administrative et fiscale d'un territoire pour le compte de son propriétaire. La deuxième méthode, communément pratiquée à l'époque, se faisait à travers l'agio, soit la différence de change qui permettait le profit entre la valeur marchande, dirons-nous, des montants déposés et celle des montants retirés. En effet, ce service ne contrevenait pas à l'interdiction de l'usure. Mais vous connaissez comme moi l'épilogue des Templiers. Passé sur le bûcher au début du XIVe siècle, sous ordre de Philippe le Bel, l'ordre fut dissous et ses richesses
pour peu qu'on ait tout retrouvé, saisi par les rois. Mais les héritiers de ces innovations, basées en Italie notamment, ne manqueront pas de reprendre le flambeau financier. Et c'est à Venise notamment d'où allaient émerger les nouvelles pratiques financières. Alors les Lombards étaient connus de toute l'Europe médiévale. Lombards qui méritaient mal leur terme puisqu'on appelait tous les Italiens qui venaient de Toscane, de Venise ou de Gênes les Lombards, parenthèse fermée. Rappelons également que les services de change de devises, eux, existaient de très longue date, depuis pour ainsi dire la naissance des premières pièces de monnaie dont nous avons déjà parlé. Mais là où les Templiers s'arrêtaient à un transfert Occident-Orient, les banquieri italiens vont établir des comptoirs partout en Méditerranée et jusqu'à Bruges, Anvers, Amsterdam ou Londres. Et prenons un exemple pour illustrer comment cet outil financier a permis le développement commercial en pratique. La situation était assez simple. Imaginez-vous, commerçant siennois qui désire acheter de la dentelle à Bruges. Conventionnellement, vous auriez dû transporter vos diverses devises, les apporter à un comptoir brugeois, en faire le change et ensuite aller effectivement acheter votre dentelle. Archaïque, me diriez-vous, et surtout très dangereux dans une période où il était risqué de trimballer ses pièces d'or à travers tout le continent. L'opération allait donc se produire comme suite. Le commerçant dépose d'abord au sein d'une banque locale un montant de, disons, 100 ducats, 100 taris siciliens ou encore des deniers génois dont nous parlerons dans le futur qui avaient gardé le système carolingien livre, denier, sous. En échange de ce dépôt, le commerçant reçoit ce document papier, tout comme le pèlerin de l'époque. Ce document papier était alors nominatif, ce qui voulait dire qu'en cas de vol, il n'y avait aucun risque. Mais ce qui était bien indiqué dessus était ce que l'on appellerait aujourd'hui le tiré, soit l'établissement dans lequel il était effectivement possible de retirer un montant équivalent une fois arrivé au comptoir étranger. Le marchand siennois pouvait alors traverser l'Europe jusque Bruges, retrouver le comptoir de la banque en question, sachant que, au fil des siècles évidemment, les accords commerciaux entre les différents comptoirs permettaient déjà la compensation de diverses lettres de change, mais gardons ces prémices de banque centrale pour un autre jour. Et Gianmarco, notre commerçant italien, pouvait alors récupérer les florins ou autres livres. Pour le marchand, il avait donc modifié la forme de la propriété de son patrimoine de pièces sonnantes et trébuchantes à une créance envers l'institution locale, envers le comptoir, dont il ne pouvait s'assurer de la validité qu'à travers le réseau de confiance établi entre ces commerçants, car le recours juridique était assez difficile, mais pas impossible. Créance qu'il pouvait ensuite faire valoir auprès du comptoir étranger, que celui-ci se trouve à Barcelone, Londres, Paris, Anvers ou, dans notre exemple, à Bruges. Réaliser un change de cette créance vers une monnaie locale ou un ensemble de devises utilisées sur les foires et les marchés en question, car cette pratique était très populaire sur les foires de Champagne et de Lyon, soit-il dit au passage. Tandis que pour le temple ou le comptoir, il y avait réception de fonds, de pièces d'or, émission d'une dette à son égard, car cette lettre de change qui circulait dans les mains du marchand et qui était pour lui une créance, était pour le comptoir qu'il avait émise une dette dont il devait se rendre redevable. Remarquez dès lors, comme, et c'était évidemment des familles qui faisaient cela, c'est bien l'ensemble des comptoirs travaillant de concert qui rend possible le service qui est alors rendu aux marchands. C'est donc bien la naissance de ces réseaux internationaux d'affaires qui ont permis la mise en place de la lettre de change et les profits qui y étaient attachés, l'agio, soit la valeur retenue ou l'escompte entre la valeur nominale de l'effet de commerce et ce qui est effectivement donné en contrepartie de ce qui s'avère être pour le comptoir ou ce réseau d'affaires l'extinction d'une dette. Cette prime était bien entendu la source de profit des changeurs de monnaie et donc des émetteurs de lettres de change. Notons comment cet outil a marqué les prémices de l'inscription comptable comme outil financier. C'est comme cela que les Templiers permettaient le transfert entre têtes couronnées. Il suffisait alors de ventiler des comptes détenus auprès de l'institution du Temple ou, pour les marchands italiens, brugeois, espagnols, auprès de ces comptoirs, auprès des tourneurs de monnaie. L'objet de la création de cet outil financier était bien évidemment le profit. Faciliter le commerce
mais nullement pour le simple plaisir de voir voyager des denrées ou de la production sur le territoire, mais bien, à travers la création d'un nouvel instrument, de contourner les règles d'usure qui empêchent de faire de l'argent avec de l'argent, en prélevant un agio qui tournait par ailleurs entre 8 et 12%, de se démarquer des prêteurs sur gage très mal vus à l'époque, en créant ce que les Italiens appelleront l'arte del cambio. L'art du change, beaucoup plus prestigieux, vous me l'accorderez. Cette innovation ouvrirait également la voie à ce que nous appellerons plus tard la réserve fractionnaire. Car qu'est-ce qui pouvait empêcher notre marchand vénitien, génois ou florentin d'émettre plus de lettres de change qu'il n'avait de réserve en coffre? Sachant que d'ici à ce que son marchand local soit arrivé au comptoir d'Amsterdam, un autre marchand aura fait le même chemin inverse. Était-il donc strictement nécessaire de recevoir en amont les montants discutés, ou pouvions-nous envisager une compensation future et, étant donné qu'il n'y avait aucun dépôt de réaliser, de demander au marchand en question un agio, une prime, une taxe additionnelle si vous voulez, sur le change qui allait être réalisé une fois sur place. L'usage de l'écriture comme monnaie allait donc ouvrir la voie à 8 siècles complémentaires d'innovation technologique. Notons encore que la monnaie scripturale, comme outil financier, et c'est pour cela qu'à Gênes, par exemple, à cette même époque, le métier de pré-banquier, dirions-nous, était alors réservé à des professions presque d'ordre notarial, et les actes qui y étaient posés l'étaient devant témoins afin de les rendre opposables en cas de conflit. Mais nous serions bien encore occidentalocentrés que de ne voir dans ces développements européens et méditerranéens tous les prémices de la finance mondiale. En réalité, les Chinois défendront avoir fait usage du papier comme monnaie à un niveau, nous le verrons, encore plus avancé de développement, déjà plusieurs siècles auparavant, soit aux alentours du 8e siècle, même s'il n'en reste pas de traces. De la même manière, si l'on considère la monnaie scripturale comme une inscription auprès d'une institution qui émet en contrepartie un instrument de paiement qui permet effectivement le retrait d'une quantité de produits ou de matières, alors on peut aisément faire valoir que les Babyloniens, encore eux, utilisaient déjà l'instrument financier intermédiaire sur tablette d'argile. Et quand bien même il ne s'agissait pas de papier, avait déjà très bien compris qu'on était capable de faire monnaie de tout support qui était opposable. Les shekels ou pièces d'argent servaient donc, de la même manière, d'éventuelles lettres de change ou de reconnaissance de dépôts faits au temple ou de créances sur un individu, une personne. Les bâtons de comptage, qui prédataient également ces instruments sur papier et qui ont perduré jusqu'au XIXe siècle, fonctionnaient de la même manière, en étant des outils de reconnaissance de dette pour l'organe ou la personne émettrice et de créance pour celui qui détenait le bon bout du bâton. Et enfin, peut-être plus tard, aurons-nous également l'occasion de parler des monnaies de cuir, qui, frappées de tampons souverains dans la Rome antique, n'avaient rien à valoir en termes de propriété aux outils financiers que nous venons de voir. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les développements technologiques apportés par la lettre de change seront à la base de la création non pas de nouvelles formes de monnaie, mais surtout de nouvelles formes de monnaie privée. Alors si vous voulez suivre encore les aventures de la monnaie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne car nous n'en sommes qu'au tout début, je vous le garantis.